Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Point Marché. J'ai le plaisir d'être avec Xavier de Buren aujourd'hui. Tu es directeur des investissements chez OTA Capital et on est là un petit peu pour voir ce qui s'est passé sur le dernier trimestre, sur les marchés financiers et faire un petit peu de prospective sur le futur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonjour Xavier. Bonjour Ronan, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour effectivement commenter ce deuxième trimestre de l'année qui a été un trimestre très chahuté, en tout cas en début d'année. Vous le savez tous, il y a eu la mise en place par l'administration Trump des droits de douane à l'encontre du reste du monde et qui a amené quand même beaucoup de volatilité dans le marché. D'ailleurs, le dernier point que nous avions fait, c'était justement au moment de l'application de ces droits de douane. Et il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis et on va en parler évidemment. Oui, parce qu'effectivement, la dernière vidéo Point Marché, c'était il y a 3 mois. Le contexte n'était pas du tout le même. Il y avait une vraie panique. On sentait que les Trump tarifs faisaient frémir les marchés un petit peu. Aujourd'hui, on est totalement retourné au niveau de la situation. Oui, alors c'est ce qu'on avait mis en avant. On trouvait que la très forte baisse du marché et les grosses secousses qu'il y avait eu étaient pour nous exagérées. C'était plutôt des points d'entrée. Notre message avait été de dire qu'il ne fallait surtout pas paniquer et profiter de ces opportunités que le marché offrait. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que c'était des annonces du côté de Trump, puisque quelques jours après, le 9 avril, il a annoncé un moratoire de 3 mois qui suspendait la mise en place de ces droits de douane et ce qui laissait le temps finalement à tous les pays de pouvoir entamer des négociations avec les États-Unis, qui était le but premier de Trump. Oui, il y avait ça. On a cette espèce d'indice qui est le Fear and Greed Index. Indicateur de sentiment. Indicateur de sentiment qu'on va vous présenter à l'écran. Et effectivement, vous voyez la courbe, elle était vraiment tout en bas. On était quasiment à 4 au début du mois d'avril. Et aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'euphorie, mais on est quand même sur un sentiment d'optimisme très présent. On a eu un rebond effectivement du sentiment des investisseurs qui a été très fort. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans les performances des indices boursiers, puisqu'on a eu un rebond incroyable, notamment des actions américaines, puisque le Nasdaq a rebondi par rapport à ses points bas de 40% en dollars, 30% en euros. Le S&P a rebondi également de 30% et les marchés européens ont, eux, rebondi de 20%. Donc, on a eu un rebond qui est parmi les rebonds les plus forts et surtout les plus rapides de l'histoire. Et ça, il y a plusieurs éléments qui expliquent ce fort rebond des marchés. Il y a le moratoire, on l'a dit, 90 jours. Donc, on a eu l'échéance le 9 juillet, mais ça a été de nouveau prolongé pour laisser place aux négociations en cours. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui discutent avec les États-Unis. Il y en a qui ont déjà signé des accords. Le Royaume-Uni, le Vietnam, le Japon tout récemment. Et il y a encore des négociations en cours avec des zones importantes. Évidemment, la zone euro, où pour l'instant, on n'a pas encore d'issue de ces négociations. Il y a toujours l'Inde et la Chine qui discutent avec les États-Unis. Le deuxième point important, ça a été, vous savez, autour de ces problématiques de droits de douane. Il y avait des craintes sur la dynamique de la croissance américaine, où finalement pas mal de gens se disaient c'est la fin de la surpuissance américaine, c'est la fin de la croissance américaine. Et en fait, on se rend compte, donnée après donnée, que l'économie américaine reste très résiliente et on a une croissance américaine qui reste au-dessus de son potentiel, puisque pour le deuxième trimestre, les attentes estiment une croissance américaine de plus 2,6% sur le trimestre. Et ça, on le voit aussi avec les PMI. Les PMI, ce sont des données des directeurs d'achat des grandes entreprises qui sont au-dessus des 50. Quand on est au-dessus des 50, ça signifie qu'on a une économie en expansion. Et on a également les ventes au détail. La consommation américaine est très importante pour la croissance américaine. Et là aussi, on a une croissance des Américains qui est toujours très solide, puisque c'est 3,9% de hausse de cette consommation sur un an et plus 0,6% sur le mois de juin. Donc, ça continue à consommer. Le pouvoir d'achat n'a finalement été que très peu impacté par ces problématiques de droits de douane. Et enfin, on a un marché de l'emploi qui est toujours très bas.
et très stable. Les droits de douane de Trump n'ont pas eu d'impact fort sur les résultats des entreprises, sur les grands indicateurs économiques, et du coup, la situation est un petit peu stable finalement. Alors, il y a deux éléments qu'on peut rajouter sur le dynamisme, ou en tout cas, pas l'euphorie, mais en tout cas, je dirais la bonne tendance des marchés, des marchés financiers au cours de ce trimestre. Tu l'as dit, il y a les résultats des entreprises qui ont été bons, voire très bons. Aux États-Unis, on a une croissance des bénéfices cumulés des entreprises américaines en hausse de 12% sur le premier trimestre, là où on s'attendait à ce qu'il y ait plutôt un ralentissement de la croissance de ces bénéfices. En Europe, on est aux alentours de 5%. Un chiffre intéressant, c'est qu'il y a seulement 3% des entreprises du S&P 500 qui ont diminué ou retiré leurs objectifs pour l'année. Donc, il y a quand même une confiance embarquée des entreprises américaines. Même perspective sur l'avenir. Exactement, toujours, qui reste très, très forte. Et enfin, et ça, c'est un élément dont on parle souvent, c'est le soutien des politiques monétaires accommodantes des banques centrales, et notamment de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne a baissé pour la 8e fois consécutive ses taux. Alors ça s'explique aussi par la très forte décrue de l'inflation qui revient autour de ces niveaux cibles de 2%. Et donc, plus l'inflation baisse, plus la Banque centrale européenne ajuste sa politique monétaire qui est accommodante en baissant ses taux. Donc ça, c'est un véritable soutien. Du côté de la Fed, elle est plutôt sur un statu quo, mais les dernières déclarations des membres de la Fed militent pour qu'on ait des baisses de taux à venir. En tout cas, à partir de septembre, le marché anticipe 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Et ça, ce sera un soutien, évidemment, fort pour l'économie et pour les entreprises. Ok, donc la situation est claire. Pour le moment, tout va bien. Toi, sur ta gestion pilotée, quels sont un petit peu les arbitrages, les résultats que tu as pu avoir sur le dernier trimestre ? Alors, avec la gestion pilotée, avec tous les profils, on a bien profité de ce rebond des marchés, puisque sur le défensif, on est en gros en hausse de 1,5% sur le trimestre, sur l'équilibré aux alentours de 2,5%, le dynamique autour de 4% de hausse, et enfin sur les profils agressifs aux alentours de 6% de hausse. Ça s'explique évidemment par une plus ou moins grande pondération des actifs risqués, des actions notamment dans les différents profils. Et on a bien profité de ce rebond, aidé notamment par les expositions sur le marché américain qui nous ont évidemment bien aidés. On a profité au cours de ce trimestre pour faire effectivement des arbitrages, des ajustements dans les allocations. On a tout d'abord pris des profits sur l'exposition actions européennes qui avait très bien démarré l'année, notamment sur les petites et moyennes capitalisations. Qui ont effectivement bien performé depuis bien performé, qui ont surperformé même les indices de grande capitalisation européenne. Et on a fait sur cette poche européenne des réallocations, notamment sur le secteur bancaire qui bénéficie d'une dynamique de croissance de ses bénéfices importants, d'une valorisation qui reste attractive et des niveaux de rendement, c'est-à-dire de distribution de dividendes qui là aussi sont très élevés et qui nous semblent intéressants à jouer. On avait également parlé de l'opportunisme des nouveaux plans de relance allemands. Et donc, ça aussi, c'est une exposition qu'on a intégrée, la thématique allemande, pour jouer finalement cette perspective de 10 années d'investissement public très important sur l'économie allemande, qui va avoir un impact, bien sûr, positif sur les entreprises. Donc, on s'est exposé à cette économie allemande. Et enfin, on a renforcé un petit peu notre exposition aux États-Unis, qui nous semblait intéressante au vu des différentes données économiques dont on a parlé et de la résilience de la croissance. D'accord. Donc, le constat, il est fait pour ce premier semestre. Quelles sont un petit peu les perspectives que tu vois à court terme? Qu'est-ce que tu vas regarder, sachant qu'aujourd'hui, les valorisations sont un petit peu élevées, on commence à avoir les premiers résultats d'entreprise? Alors,
pour le contexte actuel, tu l'as dit, la question de la valorisation des marchés est effectivement très importante. On a des marchés qui sont revenus sur leur plus haut niveau historique. Exactement. Ça, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi sur le DAX, hein, l'indice phare allemand. Et en termes de valorisation, aujourd'hui, on est au-dessus des moyennes historiques. On a des marchés américains, notamment le S&P 500, qui se paye 23 fois les bénéfices de cette année. Le Nasdaq, on est à 30 fois. Et en Europe, on est aux alentours de 16 fois les bénéfices de l'année en cours. Donc ça, on est au-dessus des moyennes historiques. Il faut tempérer cela. Si on estime que les publications de résultats vont continuer sur une dynamique importante de croissance des bénéfices, ça devrait réduire mathématiquement ces niveaux de valorisation. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de signe de retournement dans l'état d'esprit positif des investisseurs. On a des volumes qui sont là, on a des flux importants qui se réinvestissent sur les actifs risqués comme les actions et les obligations, et en Europe comme aux États-Unis. On a une volatilité, ça qui est un très bon indicateur de l'état d'esprit des investisseurs, qui reste sur des niveaux très bas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés n'anticipent pas de risques à court terme, en tout cas. Les publications du deuxième trimestre qui ont commencé, on des signes plutôt favorables dans les premières publications que l'on voit. Et donc ça, c'est forcément un soutien pour les marchés actions. Historiquement, 80% de la performance des marchés actions vient de la croissance des bénéfices. Donc, si on a des bénéfices qui continuent à bien s'apprécier, ce qu'on commence à voir aux États-Unis, ça devrait être un soutien pour les marchés. L'autre point important, c'est de regarder du côté du marché obligataire. Le marché des taux, c'est vraiment l'indicateur s'il y a vraiment quelque chose qui déraille, entre guillemets. Et sur le marché obligataire, on est très bien orienté. Il y a toujours une forte demande des investisseurs pour la classe obligataire, notamment sur les nouvelles émissions. Et ça, c'est un signe de confiance des investisseurs sur la qualité des émetteurs, donc sur la qualité des entreprises. Et sur le marché obligataire, on a un rendement qui est toujours attractif et qui est très attractif quand on le compare au rendement qu'on peut avoir sur le marché monétaire. Donc ça, c'est des éléments favorables qui risquent de soutenir encore la bonne performance des marchés, en tout cas pour cet été. Maintenant, il y a plusieurs éléments qu'il faut avoir en tête. Quand on regarde, on a parlé de la croissance américaine qui se tient très bien, qui est très résiliente. Du côté de l'Europe, aujourd'hui, on a... Oui, on entend que c'est quand même plus compliqué, on a peur de la guerre commerciale. On a une croissance, effectivement, qui patine pour ces sujets-là. On voit aussi qu'une consommation qui est assez difficile. Alors, il y a l'Europe du Sud qui se détache par une dynamique de croissance qui est favorable, par une très bonne aussi... consommation. Par contre, c'est plus difficile aujourd'hui en France notamment, et on le voit dans certains autres pays d'Europe du Nord. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut évidemment garder en tête. Simplement, on a parlé du soutien de la Banque centrale européenne qui a confirmé qu'elle se montrait très vigilante s'il y avait une dégradation marquée de la croissance européenne. La Banque centrale européenne serait là pour intervenir et pour baisser à nouveau ces taux qui seraient là un soutien. Il y a deux autres choses qui sont importantes. C'est le plan de relance budgétaire allemand. On en a parlé. Hein. On parle de 1500 milliards d'investissements pour les 10 prochaines années. L'Allemagne étant la locomotive européenne. L'Allemagne qui sort d'ailleurs de 2 années de récession. Si l'Allemagne retrouve une dynamique de croissance favorable, ça aidera forcément l'Europe. Mais ça, les premiers signes ne se verront pas avant 2026. Et enfin, il y a la forte dynamique de réarmement et de la hausse des budgets militaires en Europe, qui là est un soutien aussi assez important pour tout un pan de l'industrie européenne. Peut-être que tu peux aussi nous faire un petit focus sur la parité euro-dollar, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent là-dessus. Les indices américains sont au plus haut, mais par contre, quand les épargnants détiennent des actions ou des ETF ou des fonds dans leur portefeuille, ils n'ont pas retrouvé les plus hauts qu'ils pouvaient avoir l'année dernière, par exemple. Et ça, c'est la faute de la parité euro-dollar.
Exactement. Ça, c'est très important de souligner ce sujet-là, puisque c'est vraiment la conséquence la plus importante qu'on a constatée depuis le début de l'année, c'est le très fort recul du dollar par rapport à toutes les monnaies. Je vais me concentrer sur l'euro. Le dollar, depuis le début de l'année, s'est déprécié par rapport à l'euro de 13%. Donc ça, effectivement, pour des épargnants qui sont investis sur les marchés américains en euros, forcément, ils ont un impact négatif de ce taux de change de 13%. Donc c'est pour ça que quand on regarde les indices américains, dans leur monnaie locale, en dollars, la performance depuis le début de l'année aux alentours de plus 7, plus 8%. Et quand on retraite ou qu'on regarde cette performance en euros, on est négatif aux alentours de 6 ou 7%. Et c'est ça ce qu'on voit dans les portefeuilles, puisqu'aujourd'hui, les principaux supports disponibles chez nos assureurs sont des supports en euros. Donc ça, effectivement, c'est aujourd'hui, on constate l'impact que ça peut avoir. Ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint un point bas sur le dollar et que pour nous, il devrait remonter. Pourquoi ? C'est que le dollar reste la référence monétaire mondiale. On a beaucoup entendu que c'était la fin de la suprématie de l'économie américaine, mais surtout de la suprématie du dollar. Ça, effectivement, on a vu... certaines la fin de l'exception américaine. Exactement. Et puis on a vu par exemple le Japon, qui était un gros détenteur de dettes américaines, s'est mis à vendre pas mal de dettes américaines pour racheter de la dette japonaise, puisque les taux étaient remontés et donc les rendements redevenaient attractifs au Japon. Donc c'est des arbitrages qui se font de façon assez logique. Donc ça, c'est une pression qui a été un peu vendeuse sur le dollar et qui a fait que le dollar continue à baisser. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre monnaie qui peut prendre le rôle du dollar. On peut lire des choses là-dessus, mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Le dollar reste la monnaie de référence, la dette américaine reste la dette de référence et l'économie américaine reste l'économie de référence. Donc, pour nous, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a atteint un point bas, en dehors de ces réflexions-là ? C'est qu'on constate des flux d'investissement importants qui reviennent aux États-Unis sur les classes d'actifs risqués telles que les actions et les obligations. Et pour des investisseurs étrangers, pour pouvoir investir sur le marché américain, ils sont obligés d'acheter du dollar. Et donc, plus il y a de personnes qui veulent du dollar, ça va le faire remonter. Donc, nous, on pense vraiment qu'on a atteint un point bas sur le dollar américain. Donc, il y aura un retour à la moyenne, au moins à moyen terme. Peut-être pas à la moyenne, mais en tout cas, le dollar devrait remonter. Donc, on devrait voir cet impact de conversion favoriser les performances des actifs américains libellés en euros. Et par contre, nous, ce qu'on a fait aussi dans la gestion pilotée, c'est qu'on prend des profits sur les positions qu'on pourrait avoir en dollars. Donc, si dans vos portefeuilles, vous avez une exposition en dollars, je pense que c'est intéressant de prendre des profits parce que vous gagnez sur la performance des marchés américains et vous gagnez aussi sur le change de plus de 10%. Et ça, c'est quand même toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre, oui. Super, très clair. Peut-être que tu peux nous résumer juste les 2-3 indices clés que tu conseilles de surveiller dans les mois à venir, justement, pour voir l'évolution de la situation entre la parité dollar, entre le dynamisme de l'économie américaine par rapport à celle européenne. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas rater cet été, Exactement. Finalement. Alors, il y a plusieurs choses, tu l'as dit. Un, c'est évidemment l'évolution de la guerre commerciale. Aujourd'hui, on a très peu de visibilité sur ce qui se passe. On a quand même des déclarations quotidiennes, parfois contradictoires, il est vrai, de la part de l'administration américaine. Donc ça, c'est quand même à surveiller. Donc voilà, sachant que souvent, au cours de l'été, on l'avait vu en août dernier, comme il y a peu de volume sur le marché, les gens étant en vacances, la moindre mauvaise nouvelle peut avoir des conséquences importante et en tout cas exagérée par le manque de volume. Ce qui pour nous d'ailleurs, si ce genre de choses peut arriver, il faut le mettre à profit. C'est des bonnes opportunités pour se renforcer dans le marché. Donc il y a l'évolution de la guerre commerciale.
Il y a la saison des résultats d'entreprise, on en a parlé. Ça va être important, notamment dans le discours des sociétés, de dire elles vont commencer à pouvoir mieux anticiper en tout cas l'impact que pourraient avoir ces droits de douane, etc., aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Enfin, il y a bien sûr la communication des banques centrales. Il y a une réunion annuelle importante aux États-Unis, à Jackson Hole, où en gros tous les membres de la Banque centrale américaine se retrouvent toujours au même endroit pour discuter justement de la politique monétaire, de la situation économique aux États-Unis. Et il en ressort toujours des conclusions qui donnent un petit peu une meilleure visibilité sur la conduite de la politique monétaire américaine à attendre. Et donc, si cette communication au cours du mois d'août confirme qu'on va vers des baisses de taux, ce sera un soutien favorable, évidemment, pour le marché. Et il y a toujours, évidemment, la géopolitique qu'il faut surveiller, qui peut avoir un impact positif s'il y a une signature, par exemple, d'un cessez-le-feu ou d'une paix en Ukraine, par exemple, ou s'il y a une dégradation au Moyen-Orient qui pourrait impacter les marchés. Même si on le voit aujourd'hui, c'est que tous ces phénomènes géopolitiques commencent à avoir un impact de moins en moins marqué sur les marchés. Et puis, on voit bien que les marchés reprennent leur dynamique très vite et effacent ces petits trous d'air qu'on peut avoir sur le marché, qui sont encore une fois toujours des bonnes opportunités pour continuer à s'investir. Il faut mettre à profit toutes ces baisses pour pouvoir renforcer son allocation. Ouais, ça peut être un petit peu la conclusion de cette vidéo. C'est ce qu'on avait dit aussi il y a 3 mois. Faut pas paniquer quand il y a des trous d'air, parce qu'on a un marché qui est quand même relativement résilient, avec une volatilité qui est quand même maîtrisée. Pour le moment, il n'y a pas de raison d'avoir des grands soubresauts sur les indices mondiaux, et que chaque baisse peut être une opportunité, mais qu'au-delà de ça, il faut, tout en restant attentif, rester méthodique dans ses investissements, rester diversifié et garder les bonnes méthodes qu'on met tout le temps en avant chez Linxea, de manière générale. C'est tout à fait exact. On peut là aujourd'hui, je dirais, faire quelques petits ajustements dans ces portefeuilles. On en a parlé, c'est de prendre des profits sur des positions en dollars, peut-être prendre des profits aussi sur les petites et moyennes capitalisations européennes qui ont un début d'année assez exceptionnel, et certains fonds qui ont des performances absolument remarquables. Donc c'est toujours bien de pouvoir cristalliser ces gains, surtout quand on a pas beaucoup de visibilité sur des éléments qui pourraient peser sur le marché. Sur la tech américaine aussi, on a eu un rebond, on l'a dit en introduction. Le Nasdaq a repris 30% en euros et 40% en dollars. Donc là aussi, on peut prendre des profits quand même. C'est toujours des actes de gestion. Il vaut mieux vendre et cristalliser des gains plutôt que de se laisser porter, de se retrouver s'il y a un accident dans le marché. Finalement, avec une opportunité qu'on aurait laissée sur le côté. Et tu l'as dit, c'est toujours, il faut être diversifié dans son allocation. C'est très important de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Il faut profiter des différentes dynamiques qu'on a aujourd'hui. On a parlé de la résilience de l'économie américaine. Si le dollar remonte, voilà, ça c'est des points qui vont être favorables à la performance des portefeuilles. On trouve que en Asie, du côté des marchés émergents asiatiques, de la Chine, on est quand même sur des niveaux de valorisation qui restent attractifs. On a un interventionnisme de l'État chinois qui devrait commencer à avoir des effets positifs sur la croissance. Et on a toute une zone qui avait pas mal souffert justement de la mise en place de ces droits de douane. On a parlé du Vietnam, du Cambodge, de l'Inde, qui restent sur des dynamiques qui sont fortes, qui ont beaucoup baissé, qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant déclaration de la guerre commerciale, et qui sont des zones qui nous semblent intéressantes à jouer. Alors là aussi, il faut se diversifier, il faut choisir des supports qui sont diversifiés, mais pouvoir être investi sur cette zone, encore une fois en diversification, nous paraît là aussi intéressant. Et puis, tu l'as dit, la méthode, c'est quand vous avez des versements programmés dans votre épargne, ça permet d'optimiser finalement vos points d'entrée. Vous subissez pas tous ces à-coups, et vous investissez au fur et à mesure, et donc vous lissez les effets de marché sans avoir à chercher un bon momentum pour investir.
Très clair. Merci Xavier. Ce sera le mot de la fin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou à appeler les équipes Lynxea au numéro qui s'affiche. Et j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur les perspectives du marché. À bientôt. Merci Ronan, à bientôt.